notre imaginaire, l'armure évoque plus la guerre et la violence qu'un support raffiné pour les orfèvres de la Renaissance. Pourtant, lorsque l'heure de la bataille est passée, il est temps de parader et de se montrer dans ses plus beaux apparats. On est dans du domaine de l'apparat, c'est-à-dire qu'aucune de ces armures n'a vraisemblablement connu la violence des combats. Par contre, certaines d'entre elles ont certainement été utilisées dans des contextes de tournois, de sport équestre, etc., ou plus vraisemblablement dans des occasions cérémonielles telles que des entrées royales, des défilés, des carrousels, etc. L'idée, c'est un petit peu de casser cette espèce de, comment dirais-je, de préjugé, qui est un préjugé qui remonte au XVIIIe siècle, qui considère qu'en gros il y a des grands genres artistiques qui sont en gros peinture, sculpture et architecture, et les arts dits mineurs, c'est-à-dire les arts du décor, l'émaillerie, la joaillerie, le textile, la céramique, etc. Au XVIe siècle, ça n'a aucun sens. Ce sont des peintres qui travaillent sur ces objets, ce sont des peintres qui donnent les modèles. Le prince ne se balade pas avec des tableaux sur lui, il se balade avec une armure. Et l'image du prince, c'est son armure. La fabrication de ces armures de luxe est particulièrement minutieuse. Chaque costume d'acier est fait sur mesure et doit parfaitement épouser les formes de son futur propriétaire. Cette obligation d'avoir des pièces sur mesure est essentielle, d'avoir des pièces en plus qui sont vraiment faites à l'image du prince et qui correspondent aussi à son imaginaire politique, puisque le décor de ces objets nous donne une vision de toute la symbolique politique que chacun des princes, évidemment, aimait présenter à ses sujets. Les décors et les dessins sont préparés et validés par le commanditaire. L'armure du prince est forgée, aplanie et façonnée. L'acier est étiré afin de créer le galbe et l'épaisseur idéale. Tout est alors prêt pour la réalisation des décors repoussés. Mais pourquoi repousser ? Simplement car le travail de sculpture se fait par l'arrière en repoussant le métal pour faire apparaître les motifs en relief. Les décors ainsi créés, l'endroit reprend son droit et la ciselure affine le travail de l'orfèvre en nuançant les modelés et en renforçant les expressions. Enfin, pour achever l'œuvre, la damasquinure permet de rehausser les décors avec de l'or ou de l'argent incrusté dans l'acier. L'armure de luxe est alors terminée et doit traverser parfois toute l'Europe. Les princes sont désormais prêts à porter fièrement leurs encombrants habits, véritables tableaux de métal. Une armure de guerre, ça pèse à peu près une vingtaine de kilos. Là, nous avons des pièces un petit peu moins épaisses, qui font peut-être 5 ou 6 kilos en moins, c'est tout, avec un métal un peu plus fin, qui sont vraiment considérés comme des bijoux destinés à couvrir la personne du prince. Mais un bijou qui couvre par contre la totalité du corps, y compris le cheval. Ça donne une idée de cette espèce de folie finalement décorative qui est celle de l'époque.